Débat du Grand Direct consacré en cette semaine d'ouverture de l'Assemblée Générale des Nations Unies au rôle de l'ONU justement dans le maintien de la paix. Aujourd'hui, c'est la mission première de cette organisation qui rassemble tous les pays du monde. Qu'en est-il donc du rôle de l'ONU dans le maintien de la paix, spécialement au Moyen-Orient où on le voit, les conflits parfois se déclenchent et se terminent sans intervention de l'ONU aujourd'hui. Alors y a-t-il encore un rôle pour l'ONU sur ce thème ou pas? On va le voir également avec Gaza où l'ONU sera chargé de superviser la reconstruction de Gaza. Ça aussi, c'est un dossier qui peut être sensible. Bonsoir Amir Badran, avocat à Yafo. Bonsoir à vous Olivier Rafovitch, colonel de réserve dans l'armée israélienne. Alors, on a voulu demander justement aux internautes, aux téléspectateurs d'I24 News, ce qu'ils pensaient du rôle de l'ONU dans le maintien de la paix aujourd'hui. Question qui vous était posée via le site internet. On va voir les réponses avec vous, Julia Ganancia. Bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Et voilà la question que nous avons posée aujourd'hui aux internautes. Faites-vous confiance à l'ONU pour préserver la paix? Alors je vous propose de regarder tout de suite ce qu'ils en pensent. Et comme vous pouvez voir, eh bien c'est le non qui l'emporte ce soir très largement à 92%. Une écrasante majorité des votants pense donc que l'Organisation des Nations Unies n'est pas capable de préserver la paix. Il y en a quand même 7% qui pensent le contraire. Et puis un petit 1% de nos votants sont sans opinion à ce sujet. Alors nous avons recueilli les commentaires sur les réseaux sociaux, je vous laisse les découvrir tout de suite sur cet écran avec moi. On commence avec Patricia Amar, pour qui l'ONU est plutôt une organisation qui crée les conflits, mais qui est incapable de préserver la paix. Ces soldats, selon elle, ne sont que des potiches qui obéissent à leur gouvernement respectif. Un avis partagé par un autre internaute qui écrit que l'ONU ne gère pas les conflits, mais qu'elle les aggrave. Il suffit de se souvenir de leur rôle en Bosnie, de leur retraite en Somalie, de leur parti pris au Congo ou même quand c'est humanitaire comme en Haïti. L'ONU financée par ses États membres n'est non seulement pas impartiale du tout, mais en plus trouve des intérêts financiers et politiques à ce que ces conflits perdurent et n'a aucune compétence ou connaissance du terrain pour gérer les conflits. Alors à l'inverse, nous avons par exemple Claude D qui est bien plus optimiste. Elle considère que l'ONU reste l'ultime recours quand la situation est désespérée. C'est à l'ONU qu'ont lieu les discours les plus improbables, américains et iraniens, Israël et pays arabes. Elle permet à ces pays de se rencontrer, de se parler et peut-être même de se comprendre. On finit avec Marc Freinet qui est du même avis. Il nous écrit: oui, tout à fait, l'ONU depuis sa création a fait ses preuves pour maintenir la paix. En tout cas, elle fait tout son possible pour la paix dans le monde. C'est un acteur de poids dans la gestion du conflit. Voilà Jean-Charles pour l'avis de nos internautes. Je vous laisse à présent débattre avec vos invités et je vous rappelle également que vous pouvez toujours participer à notre débat sur Facebook, sur Twitter et puis voter sur notre page internet www.i24news.tv. Merci Julia Ganancia. Alors l'ONU aujourd'hui est-il toujours cette organisation qui peut faire la fin ou en tout cas arriver à résoudre des conflits au Moyen-Orient? Olivier Rafovitch, quand on regarde ce qui se passe en ce moment, on se dit que l'ONU est quand même très en retrait d'une situation qui est pourtant explosive un peu partout. L'ONU est importante, mais l'ONU a un problème pour garantir la sécurité des États. On parle d'Israël. L'ONU organise les nations. Et aujourd'hui, il y a un problème non pas de nations, mais de groupes et de mouvances qui ont un rôle militaire, un rôle politique, qui n'est pas un rôle étatique. Et donc, l'ONU a un problème de gérer et de diriger et même d'obliger des choses qui ne sont pas des nations à agir et à accepter des décisions. Donc l'ONU aujourd'hui devient une organisation, je dirais pas incohérente, mais qui a un problème d'impuissance à faire passer des décisions politiques qui sont souvent sages, mais qui ne peuvent pas être acceptables pour un Hamas ou pour un État islamique ou pour un Al-Qaïda qui n'ont aucun respect pour toutes ces institutions qui représentent en fait l'antimatière, je veux dire au niveau presque géologique de leur philosophie. L'ONU, c'est une résultante de la Seconde Guerre mondiale qui a été acceptée par les nations qui avaient gagné cette guerre, par les États. Aujourd'hui, on en parle très souvent, les États, surtout ici au Moyen-Orient, sont remplacés par des entités non étatiques, ultra-violentes comme c'est l'État, comme Daesh, comme l'État islamique entre autres. Donc on ne peut pas voir comment une organisation qui englobe des nations, des États, puisse avoir un rôle pour avoir une influence sur cette mouvance-là. Par contre,
Il se peut que l'ONU aujourd'hui soit à la veille de créer une nouvelle institution, une nouvelle, on va dire, organisation, avec beaucoup plus de moyens, beaucoup plus, on va dire, de dents, c'est le terme en hébreu, avec des shenaim, des dents, pour pouvoir agir. Et non pas seulement décider et discuter à New York ou à Genève, et entre-temps, des milliers et des milliers d'hommes et de femmes meurent et sont assassinés. Alors, il y a effectivement un rôle humanitaire pour l'ONU, on en parlera. Amir Badran, votre sentiment aujourd'hui sur l'utilité ou pas de l'ONU quand on voit ce qui se passe ici au Moyen-Orient, par exemple? Écoutez, le sondage qu'on vient de voir là veut un peu tout dire parce que ça résume un peu la situation de l'ONU telle qu'elle est perçue par les opérateurs internationaux sur la scène internationale et puis les États membres. L'ONU est venue après la Deuxième Guerre mondiale pour remplacer la Société des Nations qui était avant mais qui n'a pas réussi à faire, disons, son rôle au début. Je veux dire que l'ONU aujourd'hui, il est perçu parmi les États membres et les États et les nations en général comme un peacemaker, des soldats de la paix, des casques bleus qui en fait n'ont aucune compétence sur le terrain. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, ils sont là comme observateurs. Et on voit ça aussi retentir, on le ressent dans les pays membres. Et d'ailleurs, quand on essaie de voir quel pourrait être le rôle, est-ce que ce rôle de l'ONU va vraiment à donner une certaine sûreté sur le terrain, on trouve que cela ne dépend pas vraiment de l'ONU parce que son influence est très limitée, mais ça dépend beaucoup plus de la bonne volonté des deux côtés. Quand on parle par exemple des côtés israéliens et du côté palestinien, on sait que même aujourd'hui, alors que les accords ont été signés entre les partis israéliens, palestiniens, égyptiens et même avec l'ONU en concernant que les matières de construction de rétablir Gaza ont été signées. Aujourd'hui même, depuis des semaines, Israël bloque et ne laisse pas faire entrer ces matières en disant voilà, moi je peur que ces matières-là vont aller non pas à la reconstruction. L'ONU ne peut pas garantir que tout cela sera supervisé. Pour le moment, le côté israélien dit voilà, moi je ne suis pas en état de dire voilà, je suis sûr que grâce à la présence de l'ONU, ces matériaux vont être bien exploités. Et du côté palestinien, on a aussi d'autres problèmes pour appliquer en fait vraiment ce cessez-le-feu, cette reconstruction de Gaza. Parce qu'en fait, quand on parle de la reconstruction de Gaza, on est en train de parler de la stabilité de ce pays, des Palestiniens, du conflit arabe-palestinien. Et la reconstitution et la stabilisation ne commencent pas ou bien ne se terminent pas par la reconstruction du logement, c'est-à-dire des reconstructions physiques. C'est vrai que l'ONU a donné un reportage qui parle à peu près de plus de 20 000 logements qui ont été détruits récemment par Israël à Gaza. Mais en même temps, on parle d'une phase intermédiaire pour rappeler qu'en fait, ce cessez-le-feu est là pour justement aboutir au but que les deux côtés ont mis et qui ont installé que le cessez-le-feu était un outil pour arriver à ces buts. Parlons-en de levée du siège. D'abord de Yarafovitch sur cette histoire de reconstruction sous l'égide de l'ONU. Est-ce qu'on fait confiance à l'ONU pour justement vérifier que le matériel... Je ne pensais pas que le débat serait par rapport aux Palestiniens, par rapport à Gaza. Je pense que... Non, mais il y aura un peu tous les dossiers, on va dire, du Proche-Orient. Mais ça c'en est un. Ouais. On ne peut pas aujourd'hui, pour des raisons de garantie sécuritaire, on ne peut pas compter sur l'ONU pour garantir la sécurité d'Israël et ni d'ailleurs la sécurité d'accords bilatéraux. On l'a vu au Golan, quand UNDOF, donc cette force de l'ONU acceptée par le Conseil de sécurité, s'est évaporée dû au conflit du côté syrien. Donc ils sont plus là, hein, ils sont plus là, alors qu'ils devaient être là, ils sont plus là. Du côté de la bande de Gaza, malheureusement, nous savons qu'une agence de l'ONU, UNRWA, est totalement, on va dire, infestée et infectée par le Hamas. C'est pas un secret. Donc nous devons être très prudents du côté de l'ONU pour savoir qui c'est l'ONU et quelle ONU s'occupe de vérifier les matériaux qui doivent rentrer dans la bande de Gaza. Ils vont rentrer. Il y a des reprises de négociations, il y a des contacts entre l'État d'Israël et les Égyptiens avec donc l'ONU et d'autres éléments internationaux pour
créer un mécanisme de sécurité ou de sécurisation, mais également de renforcement de cette bande de Gaza au niveau humanitaire. On le veut en Israël, et on le veut également du côté des Palestiniens, on le veut également du côté de l'ONU, mais on ne peut pas faire n'importe quoi, ni n'importe comment, pour ne pas justement revenir dans ce cercle de violence. Parce que si demain, à la place du béton, rentrent des tonnes de TNT et des missiles Scad ou Grad ou d'autres missiles, avec toute l'admiration que j'ai pour l'ONU, on ne pourra pas compter sur l'ONU ni pour continuer cette situation humanitaire, ni pour qu'il n'y ait pas un retour de la violence. Donc on ne veut pas le retour de la violence. Donc il faut assurer cette sécurisation à 100%. Mais ce que je voudrais également vous dire, c'est que aujourd'hui l'ONU, dans beaucoup de théâtres, est remplacée par l'OTAN. C'est l'OTAN, en fait, qui devient de plus en plus, avec un accord tacite, voire même non tacite de l'ONU, on va dire le bras ouvrier des Nations Unies au niveau des grandes puissances pour faire un travail sur le terrain militaire pour frapper les terroristes de Al-Shabaab en Somalie ou d'autres terroristes de Hakmi au sud du Sahara, et également maintenant avec l'État islamique et d'autres coalitions qui sont liées à l'OTAN. L'ONU n'a pas cette capacité militaire ni sécuritaire. Elle peut lancer des directions, elle voudrait avoir cette capacité, mais elle ne peut pas l'avoir aujourd'hui parce qu'il y a un mécanisme archaïque à l'ONU de majorité absolue de toutes les nations qui font partie du monde. Et dans ces nations-là, il y a de très nombreuses nations qui n'ont rien à voir ni avec l'humanitaire, ni avec le droit international, ni avec la paix, ni avec le non-terrorisme. Et quand ces gens-là votent et veulent être membres de l'ONU, mais qui n'ont pas du tout l'esprit ni la volonté de faire partie du monde, on va dire du monde sage, pour que la paix règne dans le monde, cette même ONU devient problématique. Donc il faut s'adresser à un autre échelon qui est le Conseil de sécurité de l'ONU, où là siègent des nations comme la Russie, les États-Unis, la Chine, la France et la Grande-Bretagne, plus sérieuses, qui ont les moyens militaires et politiques d'opérer pour assurer cette sécurisation. Pour revenir à ce que dit M. Badran, je comprends, et nous comprenons en Israël qu'il faut s'occuper de l'humanité dans la bande de Gaza pour revenir à une situation qui n'est pas de conflit entre Gaza et Israël. Je vous le dis au niveau presque officiel, Israël ne veut pas de guerre avec la bande de Gaza, à moins que la bande de Gaza attaque l'État d'Israël. Maintenant, pour réparer ce qui a été endommagé, pour refaire ce qui doit être refait dans la bande de Gaza, il faut effectivement des mécanismes très sérieux. Je pense que l'intérêt des Palestiniens, c'est que se mette en place un vrai mécanisme. Mais un vrai mécanisme, et on est prêt du côté israélien à ce qu'il y ait des gens de l'ONU, des gens d'États, on va dire, sages, pour que cette sécurisation se fasse de la meilleure manière possible. Si UNRWA, par exemple, serait en charge de cette sécurisation, ça serait absolument impossible. Donc, attendons. Ne soyons pas maintenant totalement anti... C'est l'Égypte aujourd'hui qui a remplacé un petit peu l'ONU. On a plus confiance en l'Égypte finalement qu'en l'ONU. Je pense pas. Je pense que c'était très facile ou ça a arrangé les parties que ce soit l'Égypte qui ait le rôle de médiateur parce que le rôle de l'Égypte en Afrique. Ça a arrangé les deux parties. Ouais, ça a arrangé en tout cas les deux parties. Un peu plus quand même le côté israélien parce qu'il se sentait très plaisant avec les propos égyptiens, d'autant plus avec la proposition égyptienne qui proposait un État palestinien dans le Sinaï. Bonne idée. Justement, bonne idée peut-être pour les Israéliens, terrible idée pour les Palestiniens. Je pense que les Palestiniens ont le droit de choisir de rester sur leur terre. Votre avis, pourquoi c'est pas une bonne idée? Moi, je vous le donnerai, mon avis, je vous le donnerai après. Voilà, on fera un débat là-dessus, mais là pour longtemps, on est en train de parler de l'ONU et restons là-dessus. C'est intéressant d'écouter votre point de vue. Pourquoi c'est pas bien que l'Égypte offre un terrain important aux Palestiniens qui le refusent? Reprenons l'idée que M. Olivier vient de dire, qu'en fait, il voit très mal l'UNRWA, une entité de l'ONU qui se met en place pour assurer en fait cette stabilité. Moi, je lui dis très bien. Alors, qu'est-ce que vous suggérez? Parce qu'en fait, dès qu'on parle de quelque chose de pratique pour mettre en place, tout de suite, le côté israélien dit voilà, je ne suis pas assez sûr de la possibilité d'assurer la sécurité d'Israël. Et de ce fait, en disant, on parle de cette vache secrète
non pas secrète, mais comment dirais-je Une vache secrète? Non, pas secrète. Non, Apara Kdosha, la vache sacrée. La vache sacrée, et au nom de la sécurité de l'État d'Israël, rien n'est interdit, tout est possible. Donc je dis, il est temps de passer à une nouvelle phase en disant voilà, on a assez fait la guerre. D'ailleurs, les deux côtés ne veulent pas la guerre. Ce n'est pas uniquement le côté israélien. Je ne pense pas que si vous posez la question à deux parties adversaires en lui disant voilà, est-ce que vous aimez la guerre, il n'y aura pas un seul qui dira j'aime la guerre, mais là il faut aller un peu au-delà de ça pour dire voilà comment est-ce qu'on fait la paix. Et là, quand on est en train d'établir un certain chemin sur lequel on a mis des phases, et la phase du cessez-le-feu après 50 jours de combat était justement pour en parler des buts. Et les buts, on n'arrive même pas à en parler. Quand on parle du lever de siège... On va nous arrêter malheureusement, on ne va pas en parler non plus encore longtemps, mais on en a un petit peu parlé quand même ce soir, on y reviendra, c'est promis. Merci Amir Badran, merci Olivier Rafovitch. Dans un instant, l'invité du Grand Direct, restez avec nous.